toi, Quentin, dans ce nouvel épisode de L'Avant en héritage. Je suis très ravie de te recevoir parmi nous parce que tu es quelqu'un que j'apprécie énormément C'est gentil, et je merci. trouve que tu as une lumière en toi Waouh! qui fait que, je sais pas, je trouve que les gens gagneraient vraiment à t'écouter, à t'entendre parler et à t'entendre témoigner de ton histoire de vie et du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Ça va? Ben écoute, je suis très content, très heureux de ce que tu me dis. Vraiment, ça me va droit au cœur, ça me touche. Et je suis avec toi, donc bien sûr que ça va. Ah, je suis contente aussi. J'avais pensé à une idée un peu originale, c'est-à-dire que plutôt que de te présenter toi-même, Mhm. j'ai envie de te demander si un membre de ta famille devait te décrire, comment il te Oui, décrirait oui. selon toi? Très bonne question. Très très bonne question. Écoute, là, je pense directement à ma petite sœur ou à mes cousines qui diraient Quentin, c'est un chaman qui aime bien la nature, qui aime bien méditer, qui aime bien le lien avec les autres. Donc, ouais, je dirais un chaman. Un chaman, Un ok. chaman, ouais, un chaman. Elle me décrirait comme étant un chaman, en vrai. Donc quelqu'un d'assez détendu dans ta vie de tous les jours, C'est ça. qui a une conception de la vie assez légère. En fait, je dirais plus quelqu'un qui va constamment poser des questions par rapport au sens de la vie, au sens des choses, qui va avoir des moments aussi de retrait pour réfléchir, ou même faire des régimes extrêmes comme manger que des bananes le lundi et pas manger de viande. Donc, ouais, vraiment, Manger que des bananes le ouais, c'est lundi. possible, ouais, ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est arrivé, ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience? Bah écoute, c'est de faire une sorte de jeûne où tu manges essentiellement des fruits pour remettre bien ton organisme. Et il y a plein de bienfaits. Après, bien sûr, je le fais pas tout le temps, mais ça m'est arrivé de le faire, oui. Ok, Ouais. d'accord, très bien. Alors aujourd'hui, pour plonger un peu les auditeurs dans le thème, dans la thématique du jour, on Mhm. va parler donc de ton parcours et de ton histoire de vie, mais aussi de la question centrale qui est celle de la réussite. J'ai pu constater que de nos jours, nos générations sont très ancrées dans cette notion de réussite où on nous pousse constamment à la réussite. Est-ce que toi, tu as réussi? C'est quoi réussir ta vie, etc. Et donc, j'aimerais qu'on se questionne sur cette question-là de la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce que réussir, c'est avoir un appartement? Est-ce que c'est avoir une famille? Est-ce que c'est avoir de l'argent? Et voilà, qu'on se questionne vraiment sur cette notion-là et cette injonction permanente à la réussite. Alors, pour toi déjà, qu'est-ce que tu entends par le terme de réussir sa vie? Quand on dit réussir sa vie, tu penses à quoi instantanément? Alors, quand j'entends cette question, c'est vrai que je vais quand même commencer par, tu vas comprendre, mais à l'époque, pour moi, quand on disait réussir sa vie, c'était forcément avoir une superbe maison, être millionnaire, minimum millionnaire, une femme, des enfants, des voitures de luxe, vraiment acquérir pas mal de biens matériels. Et là, aujourd'hui, quand tu me parles de réussite, ce serait plus, on va dire, être aligné en fait. Être aligné avec tes valeurs, être aligné avec qui tu es, vraiment te sentir bien. Pouvoir même te regarder dans une glace. Pour moi, c'est ça, réussir. C'est très fort cette image de se regarder dans une glace, tu vois. Mhm. Et on comprend vraiment ce que tu veux dire par le fait d'être ancré en fait avec soi-même et de se dire je m'aime pour ce que je suis, tu vois, je m'accepte aussi tel que je suis. Et il y a vraiment ce truc de. Finalement, ce serait plus un truc intérieur selon toi, la réussite? Oui, parce que pour moi, si déjà intérieurement, tu sais que tu as réussi, tu te sens bien, bah, ça va un peu se refléter à l'extérieur. Donc pour moi, tu Hmm. dois déjà réussir intérieurement pour que les autres puissent le voir. Après, encore une fois, là, ça me fait penser un peu à ce que me dit ma sœur, c'est un peu des illuminations de chaman ou autre, mais je considère que déjà la réussite est intérieure pour qu'elle puisse bah, se voir à À l'extérieur. l'extérieur. Voilà. Waouh, c'est très puissant déjà ce que tu viens de dire. Ouais, écoute. J'ai bien choisi mon invité Ah, du mais jour. écoute, je pense que tu vas être servi aujourd'hui. Et alors, du coup, dans la continuité de ce qu'on est en train de dire, est-ce que tu dirais réellement, par rapport à la définition que tu viens de nous donner, que aujourd'hui, à l'heure actuelle, où on est en train de faire cette interview, tu es en train de réussir ta vie? Alors, à l'heure actuelle, là, je dirais que je suis en cours de réussite. Je dirais que je suis en cours de réussite parce que, comme je l'ai dit au début, ma définition de la réussite a évolué dans le temps. Hmm. C'est-à-dire que si je compare il y a quelques années,
J'étais vraiment loin de la réussite. Je pensais peut-être l'être, mais j'étais vraiment loin, voire peut-être même plus proche de la médiocrité. Et ça me fait penser à ton podcast d'ailleurs que j'ai écouté. Mais non, non, vraiment très très loin de la réussite. Et là, peut-être le fait de me connaître un peu plus moi-même et d'accepter certaines choses font que j'estime que je suis vraiment sur une route qui va forcément me mener vers la réussite. Alors donc on va retracer un peu ton parcours de vie, donc on va procéder de manière chronologique à essayer de voir bah, dans quel environnement tu as grandi, qui était le petit Quentin Ouh. de Boulogne-Billancourt ou du 16e. Donc voilà, donc est-ce que tu peux nous dire déjà dans quel cadre familial tu as grandi? Ok. Écoute, j'ai grandi dans un cadre familial sain. J'étais le petit Quentin était heureux, il pouvait manger chaque soir. J'avais un toit sur la tête, des parents qui m'aiment, une petite sœur super. Donc non, une bonne enfance franchement, où j'ai eu la chance de pas subir des maltraitances ou même d'être harcelé, ce qui se fait de plus en plus. Donc non, une enfance avec beaucoup d'amis, où je jouais, j'aimais bien rêver aussi déjà à cette époque. Mais non, franchement, une enfance, une bonne enfance, j'ai pas à me plaindre. Est-ce que petit, tu arrivais déjà à exprimer tes émotions? T'étais quel genre d'enfant en fait? Un enfant extraverti, introverti? Comment t'avais ce rapport-là à la vie en fait, tout simplement? Enfant, Oui, enfant. ça peut sembler être assez surprenant ce que je veux dire, mais je dirais que j'étais un introverti, mais avec beaucoup d'amis. C'est-à-dire que j'aimais parfois être seul, avoir mes moments seuls où j'aimais bien rêvasser, penser à des histoires. Mais en même temps, j'adorais jouer au foot à la cour de récré, j'adorais passer du temps avec mes amis. Mais j'avais quand même besoin de certains moments de dire stop, de vraiment me recentrer, d'être seul en fait. Mm, D'être mm, mm. seul. Donc, ouais, un introverti, mais qui arrivait quand même à bouger, à faire des choses, à voir À des. s'intéresser aux Voilà, à autres, à s'intéresser être en aux lien autres, avec ouais, les voilà. autres. À jouer, ouais. J'aimais bien jouer et rigoler. Mais Voilà. c'est assez drôle ce que tu me dis parce que donc moi qui te connais quand même bien dans ta vie de tous les jours, je trouve Mhm. que cet aspect-là de ta personnalité étant enfant se reflète encore aujourd'hui, tu vois. Ouais, ça m'étonne T'es pas, ouais, ouais, quelqu'un qui ouais. a un peu une double facette où d'un côté t'es quelqu'un du lien, tu vois, t'es une personne Exact. qui C'est pourrait pas très vivre important sans pour moi, lien. ouais. Impossible, je peux pas. Je ne peux vraiment pas vivre sans lien, en fait. Exactement. Impossible. Mais en même temps, t'es quelqu'un aussi qui est très dans l'introspection, dans l'analyse, dans la réflexion, qui a besoin de ces temps bah, de solitude, je dirais, Ouais. pour encore mieux avancer dans ta vie. Ouais, c'est exactement ça. T'as tout défini. Quelles sont tes origines? Moi, je suis français d'origine congolaise, donc de la République démocratique du Congo, des deux parents. Voilà, donc on n'a pas fait compliqué, 100% congolais. Congolais de père et de mère, comme on dit chez nous. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Et si tu veux, tout ce qui me ramenait à ma culture congolaise, ouais, c'était plus ce que je mangeais en fait. De toute façon, la nourriture en vrai, la nourriture déjà plus jeune. Ce que j'entendais aussi, mes parents, mes oncles, donc on parlait le lingala, donc la langue au Congo, et la musique. Parce que tu sais que nous, au Congo, on aime beaucoup la musique, donc Tout c'était à fait. vraiment un lien indirect dans le sens où ça allait être tout ce qui était culinaire, linguistique et ouais, la musique aussi. La musique et bien sûr la sapologie, parce que j'avais des oncles aussi qui venaient habillés avec vraiment de l'allure. Donc petit, je me souviens, j'avais un tonton qui s'habillait vraiment avec des affaires flashy, soignées. Je faisais waouh, tu vois. Donc c'était ça mon lien, c'était plus un lien indirect parce que ben, j'y étais jamais allé en fait. Petit, j'y suis jamais allé. Et c'est pour ça que je parle vraiment de lien indirect plutôt que direct. D'accord. Est-ce que tu étais fier, petit, de tes origines, d'être justement ce petit Quentin qui a deux origines différentes? Et comment tu le vivais, ça, en fait, cette dualité-là dans ta construction? Je vais te répondre. Je vais te répondre, mais je précise que j'espère ne pas être extrême ou choquer les personnes qui vont m'écouter parce que je vais être vraiment sincère. En fait, c'est comme si cette dualité n'existait pas vraiment quand j'étais petit. Je me rendais pas compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi dans une école privée catholique où il y avait que deux personnes noires, à savoir ma sœur et moi. Donc, si tu veux, quand j'étais à l'école, je me rendais pas forcément compte en fait. Je me rendais pas forcément compte, mais
vu que peut-être à la maison, on parlait pas forcément du Congo, j'en parlais pas à l'école non plus. Il y avait pas vraiment de dualité, en fait, ou j'en avais pas encore conscience, en fait, à ce moment-là, voilà. C'est Tout à plutôt fait, ça, ouais. j'en avais pas encore conscience, c'est-à-dire que je savais que j'étais noir, bien sûr, hein, je me regardais devant la glace, tu le vois, mais ça m'a pas marqué, en fait. Et alors du coup, moi je pense à quelque chose qu'on a tous un peu connu, enfin tous les peut-être les enfants de personnes qui viennent d'autres pays et qui se sont installés en France. Et je me dis, je sais pas toi, mais moi par exemple, quand j'étais petite, j'avais ce truc où, étant donné que j'étais là, moi aussi pareil, j'ai grandi dans un environnement assez blanc où il y avait pas Majoritairement forcément, blanc, voilà, où il ouais. y avait pas forcément beaucoup de diversité. Et le fait que je sois la seule avec mes particularités, avec ma culture, avec aussi le fait que bah, mes parents n'exerçaient pas forcément le même travail que les autres, parce que du coup, il y a ce truc aussi où quand tu viens d'un autre pays, t'es pas logé à la même enseigne, mais ce qui Ouais, est bien sûr. normal, tu vois. Et justement, par rapport à notre notion et notre thématique du jour de la réussite, petite, j'étais pas sûre de voir ça comme vraiment une réussite, tu vois. De voir que mes parents étaient différents, que moi j'étais différente dans mon style de vie, dans mes origines, tu vois. Et donc, je trouve cette question intéressante, du coup. Est-ce que pour toi, à cette époque-là, c'était une réussite et une fierté, la personne que tu représentais, en fait, à l'époque? C'est marrant que tu me parles des parents parce que là, automatiquement, j'ai pensé à un épisode de ma vie où j'étais en, je sais plus si j'étais en CM1 ou en CM2, bref, à l'école. Hmm. Et je me souviens, la professeure avait posé une question toute bête. À quelle heure se lèvent vos parents pour aller travailler? Et moi, en fait, de manière spontanée, enfant, trop content, je fais ah, je sais, je sais, je sais. Et là, je dis 6 heures ou 5 heures du matin. Et là, j'entends des enfants un peu choqués dire ah bon, ah bon, ah bon. Et je pensais que les autres enfants allaient répondre de la même manière, en fait. La prof me base, c'est plus tard en fait que j'ai compris, où elle me base un peu en disant ah, ok, ok. Et elle interroge d'autres personnes, elle me demande pas de développer. Et elle avait interrogé un ancien ami qui s'appelle François Xavier. Et elle lui dit et toi, François Xavier, quelle heure? Et là, lui, il dit oh, bah, 8h, 8h30. Et moi, en fait, j'ai trouvé ça super bizarre. Je dis ah bon, mais comment ça se fait? Enfin, c'est tard, faut qu'on va. Et en fait, là, déjà, j'ai compris qu'il y avait déjà quelque chose. Parce que j'étais le seul, en fait, qui avait répondu à cette réponse-là, donc 5h et 6h. On va savoir que ma mère, moi, elle est employée dans un hôtel. Et les autres, forcément, les parents ne faisaient pas ces métiers-là. Donc, tu avais plein d'autres métiers où vraiment ils pouvaient se permettre de se lever à 8h, parfois 9h au bureau. Et c'est vrai que moi, je comprenais pas en fait encore à ce moment-là. Tu comprenais pas. Ouais. Mais alors justement, J'ai est-ce que... compris qu'il y avait un problème, mais si tu veux, je me suis dit, quand elle m'a un peu basé, je me suis dit, ah bon, mais qu'est-ce que j'ai répondu? Enfin, j'ai quelque chose de mal, enfin. Mais alors justement, c'est intéressant parce que je veux vraiment qu'on revienne à ce truc de, bah justement, quand on était petit et comme on n'avait pas eu la chance, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, nos parents n'exerçaient pas forcément des métiers comme ceux d'autres enfants qui se situaient dans notre environnement. Peut-être qu'il y avait cette espèce de, je dirais pas une honte parce que en soi, on n'avait pas conscience de ça, tu vois. Mais on était un peu éloigné de leur réalité. Et étant donné que nous, il y avait aussi notre désir qui jouait d'être comme les autres, tu vois, Ouais, de, bien bah, sûr, d'avoir bien les mêmes sûr. maisons, d'être élevé un peu dans le même contexte, alors que notre réalité était différente en tant qu'enfant d'immigrés, quoi. Bien sûr. Tu C'est veux bien dire que un tu truc? parles. Non, mais en fait, tu as parlé de maison et c'est vrai peut-être que j'ai pu avoir une certaine honte, ouais, faut le dire, parce que j'ai promis d'être sincère. Donc, Mhm. T'as raison. en fait, si tu veux, oui, par rapport à la maison, c'est vrai que moi, c'était un choc, en fait. C'était un choc parce que quand j'ai commencé à comprendre, et tu sais, enfant, t'analyses, tu vois. Mm. Donc, nous, on habitait donc dans un appartement où, si tu veux, qui était assez modeste. Mm. Et déjà, on était presque les seuls à être en appartement. Mm. La plupart, si tu veux, on était dans Paris, mais habitaient vraiment, tu sais, tu as des villas Je vois très où il y a bien. plein de maisons et beaucoup habitaient là. Et c'est vrai que quand j'allais, par exemple, je dormais chez mes amis et que j'allais chez eux, j'étais vraiment ébahi. J'étais vraiment ébahi où je voyais de très grandes maisons. Et même la décoration était différente, tu vois. La Ouais. décoration était différente et donc tu voyais des tableaux, tu voyais pas mal de choses. Je me rappelle, dans la plupart, pas forcément les maisons et même des grands appartements, moi, il y avait un objet qui me fascinait, c'était le piano. Alors que je n'en joue pas du tout et que je suis pas dans la musique. Mais en fait, pour moi, si tu veux, mais même pour parler de la réussite, je pensais que quand tu réussissais ta vie, si tu avais un piano en fait. Parce que la plupart avaient un piano vraiment. Ouais. Et Et ça je t'a marqué, en demandais, fait, ça m'a cette image du marqué, bien piano. sûr. Parce que la plupart avaient un piano et un beau piano, tu vois, Mm. parfois noir, verni, Mm. super joli.
Et donc, on s'amusait à jouer, à pianoter. Mais, et donc, quand je rentrais chez moi, il n'y avait pas de piano, tu vois. Et je commençais à réfléchir, à me dire, ah, mais attends, on pourrait peut-être mettre un piano ici, un Ouais, piano ouais. là. Alors que pas du tout, en vrai, tu vois. J'en avais même parlé une fois à ma mère et elle m'a tout recalé très rapidement. Donc, non, 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 mais c'est vrai que pour parler des maisons, oui. Surtout quand je les invitais, c'est vrai que je pouvais peut-être ressentir une petite honte en vrai. Ouais. Après, bon, on était des enfants, donc on jouait normalement, mais je voyais la différence. Ouais. Après, moi, je pense qu'à partir du moment où tu es n'importe où et que tu es la seule personne qui n'est pas comme les autres, je Oui, pense que forcément. ça dépend après. Mais bien sûr que tu peux ressentir un complexe en te disant, mais ah, mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi je suis pas comme ça? Pourquoi pas cette maison? Pourquoi je pars pas? Pourquoi j'ai... Ah oui, il y avait un autre truc aussi qui Mm. était drôle, c'était les maisons de campagne. Voilà, Ah les oui. maisons de campagne. Les maisons de campagne, c'est-à-dire que tu sais, il y avait souvent le lundi la prof qui disait bon, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Mm. Et là, la plupart disaient ah, ben on est dans la maison de campagne, je ne sais où, on a fait ci, on a fait ça. Et je me rappelle, il y a un ami à moi qui s'appelle Antonin qui m'avait dit eh, mais Quentin, tu vas jamais dans ta maison de campagne. Tu sais, comme si c'était automatique que j'en Ouais, ai une. ouais, ouais. Et j'ai dit bah, j'en ai pas. Tu vois, j'en ai pas. J'ai pas de maison de campagne. Mais après, on est passé à autre chose. Mais pour te dire que, tu vois, même dans sa question, Mm. c'était limite normal que j'en ai une. Tu Mm. vois, ah, Quentin, tu vas jamais dans ta maison. Il m'a pas demandé si j'avais une maison de campagne. C'est, ah, tu vas jamais dans ta maison de Ouais, campagne. c'était évident Tu en vois, fait que tu c'était en aies une. évident. Et moi, je me rappelle, quand j'allais du coup chez mes amis, bah, je passais de très bons moments. Il y avait des anniversaires qu'on fêtait là-bas, même parfois pendant les vacances. Mm. Euh, et c'était des grandes maisons, tu vois, avec de l'air. Enfin, c'était sympa. Il y avait des trampolines. Non, je passais de très bons moments. Et c'est vrai que avoir une maison de campagne aussi, pour moi, c'était vraiment axé pour les gens privilégiés. Mm, mm, mm. Donc, qui avaient réussi, en fait, d'une certaine manière. Tout à fait. Franchement, c'est super intéressant ce que tu dis. J'aimerais savoir quelle était ta relation avec tes parents, notamment puisque tu viens d'une famille de parents divorcés. Comment est-ce que tu as vécu justement ce lien-là avec tes parents? Moi, ce que tu dois savoir, c'est que j'étais pas un garçon difficile déjà. Mm, Bon, j'ai pu faire peut-être quelques petites bêtises, mais rien de bien fou. mm, Donc, si tu veux, moi, j'ai toujours eu une bonne relation avec mes parents. Il y mm, avait quand même de la pudeur, un peu de pudeur, mm, donc j'osais pas forcément tout dire. Euh, Si tu veux, à la maison, on parlait de certains sujets importants, mais pas vraiment profond, deep, tu vois. Donc, mm. si tu veux, non, une bonne relation avec mes parents. Et Qu'est-ce tu que te je peux sentais dire? aimé par tes deux parents de la même manière, tu vois? En fait, le fait que tes parents soient divorcés, ça n'a pas eu d'impact sur ta construction en tant qu'homme? C'est-à-dire que, bon, très, très jeune, je captais qu'il y avait un problème avec mes parents. Je sentais qu'ils étaient pas. Je savais qu'il y avait peut-être pas d'amour, mais tu sais, c'est assez compliqué chez nous. Donc, en fait, on vivait quand même ensemble. Donc, c'est Malgré la que. séparation, vous viviez ensemble. Bah, en fait, la séparation, je l'ai compris que plus tard. Mais je savais qu'il y avait un problème entre les deux. Donc, si tu veux, bah, Mm. c'est que récemment, en vrai, où chacun. Où en fait, tout simplement, mon père est parti refaire sa vie. Mais si tu veux, peut-être même jusqu'au collège, Mm. on continuait de vivre enfin, on continuait de vivre tous ensemble, mais je savais qu'ils étaient séparés. Je savais qu'il y avait plus d'amour, en fait, entre les deux. Tu Hmm. comprends? Mais tu sais que ça, c'est un truc que j'ignorais. En fait, Ah, toi, tu t'as pensais qu'ils pas été étaient. divorcé, enfin, t'as pas vécu avec des parents. Non, il n'y avait pas de semaine A comme Ouais, certains de mes ouais, ouais. parents chez ton père et semaine B chez ta mère. Non, Donc non, vous étiez, c'est c'était une famille donc séparée, tes parents n'étaient plus ensemble, mais vous avez toujours vécu ensemble en fait, c'est ça. sous le C'est même ça. toit. Ouais, sous le même toit, ouais. C'est ça. Donc ah, mais c'est intéressant parce que t'avais quand même la présence de tes deux parents à tes Oui, côtés tous les jours, quoi. bien sûr, quand même. Bien sûr. Mais je savais que moi, j'aime bien dire que les enfants captent tout, en fait. Oui, Les ça enfants sont c'est. beaucoup plus intelligents qu'on ne le pense. Mm, Et mm. même, tu ressens au niveau de l'énergie, au niveau des regards, parfois même un silence. Un Mhm. silence veut tout dire. Donc, moi, je C'est vrai. savais qu'ils n'étaient pas ensemble. Et quand j'étais beaucoup plus grand, j'ai compris que oui, là, clairement, ça faisait peut-être des années qu'ils n'étaient pas ensemble. Après, je sais qu'ils restaient probablement pour nous ou pour d'autres raisons. Parce que je sais que mon père aussi a un fort côté où il aime le cadre familial. Donc il avait peut-être peur aussi que ça nous perturbe, ma sœur et moi. Mais voilà. Et par rapport à donc, ta vision de l'amour étant petit, en voyant tes parents dans ce contexte-là assez particulier, est-ce que ça t'a amené déjà à te poser des questions, à te dire bah, comment ça se fait que, je sais pas, il n'y a pas de geste d'affection, il n'y a pas de lien vraiment entre eux?
Est-ce que déjà ça a façonné ta manière de concevoir l'amour étant Oui, petit? oui, parce que, encore une fois, je vais revenir à mon enfance. En fait, je voyais comment, du coup, mes parents, qui étaient censés être ensemble, se comportaient, et je voyais aussi les autres parents, en fait, Mmh. comment ils se comportaient. Donc là, comme tu dis, c'était totalement l'opposé, en fait. C'est-à-dire que là, c'était vraiment des marques d'affection, c'était des, tu sais, bon, chez nous, s'embrasser sur la bouche, ça peut être un peu tabou, tu vois, devant les enfants ou d'autres personnes. Déplacé. Voilà, très déplacé, voire incongru. Mais non, bah là, les parents, en fait, s'embrassaient dans la main. Ah, chérie, ça va, bisous, Mmh. marque d'affection à table, tu vois, des câlins. Honnêtement, je dirais que je me suis plus inspiré de ce que je voyais à l'extérieur que ce qu'il y C'est avait chez moi. intéressant. Ouais, ouais, vraiment beaucoup plus. Parce qu'il n'y avait pas ces marques d'affection-là, en fait. Tout ça, je l'ai vraiment. Je pense que ce qui m'a façonné aussi, c'était ce que je voyais à l'extérieur et notamment les parents de mes amis où je voyais vraiment bah, en vrai, de l'amour. Mais Mmh. pas simplement dire je t'aime, c'était vraiment des démonstrations. Donc, le fait d'être assez tactile, même de poser des questions, enfin, d'aider. Mmh, Tu mmh vois la mh. maman qui cuisine, le père qui peut arriver et l'aider. Enfin, pour moi, c'était aussi ça l'amour en fait. C'était vraiment des manifestations en fait. D'accord, et alors du coup, est-ce que tu avais une vision un peu, idéale de la réussite familiale, en fait, quand tu Ah étais bah bien petit? sûr. Pour moi, la famille parfaite, c'était Le piano? le piano, voilà, le beau piano à l'entrée. La maison de campagne, la belle maison, bel appartement, minimum 2 enfants, Mmh. idéalement un garçon et une Mmh fille, mh. qui sont très bons à l'école et ouais, et les repas à table aussi, les Mmh. repas à table. Mmh. C'est les repas à table où, pour moi, c'est ce qui faisait en fait qu'une famille était vraiment, Une née famille, quoi. idéale, ouais. Les Waouh! repas à table, mais vraiment petit déjeuner si possible, midi et surtout le soir. C'est fort ce que tu Ouais, dis parce que vraiment les repas à table, où chacun se pose la question, «Racontez-moi votre journée, qu'est-ce que vous avez fait? Moi au travail j'ai fait ci, j'ai vu ça». Enfin, tu vois vraiment un moment d'échange où vous discutez bah, de vos journées, mais aussi de plein de choses en de fait. Je sais pas, d'un l'avenir, de événement, c'était ça, ouais, surtout les repas à table. mmh. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que la dernière fois, j'en parlais avec ma mère de cette, exigence vraiment d'avoir des repas à table parce C'est qu'encore super aujourd'hui, important. tu vois, quand on est en vacances ensemble ou quoi, c'est vraiment son exigence de dire: Mais «Mais elle a venez raison. manger» et dès qu'on n'est pas tous en même temps assis à la table, tu sais, elle pète un câble et du coup, Elle a elle raison, m'a dit vraiment elle a vraiment souligné cette idée la dernière fois en disant: «Mais tu te rends pas compte comment c'est trop important de manger bien tous sûr, ensemble, d'avoir une connexion?» parce qu'en fait, c'est ça qui crée le lien de la famille, en exactement, fait. c'est Et ça. sans ça, malheureusement, bah, il y a pas de lien. Chacun fait sa vie, vous vous croisez même pas. C'est un Ouais, peu c'est ça. Tu ne sais pas ce qui arrive à l'autre. exactement! Il a pu, ça se trouve, il est tombé à l'école, il a eu honte, il a même pas pu en parler, il garde ça sur lui. Pendant 3 jours, il va être malade, voire même ne pas vouloir aller à l'école. Enfin, c'est plein de petites choses, tu vois. Je sais que toi, tu as eu un cheminement un peu particulier donc avec tes origines. Tu m'as dit qu'au début, bah, tu étais pas dans le fait de renier tes origines, mais tu étais quand même, éloigné un Oui, peu il est peut-être éloigné, bien de sûr. ça. N'ayons pas faire des mots. N'ayons pas faire des mots. Comment est-ce qu'avec le temps, donc quand tu as grandi, tu as essayé de, voilà, de te réconcilier un peu avec ton identité Est-ce que tu peux nous raconter un peu Bien cette sûr. période-là de ta vie? Alors, comme tu dis, plus jeune, j'étais totalement éloigné de mes racines congolaises. En vrai, faut le dire clairement, hein, désolé d'en choquer certains, mais ça me faisait un peu ni chaud ni froid. J'avais pas forcément d'attache. Et je pense que c'est venu vers. Il y a pas si longtemps que ça, en vrai. Peut-être aux alentours de 24-25. J'ai fini l'école. Grosse remise en question. En fait, je pense que tout ce qu'il y avait dans mon enfance et la manière dont j'ai grandi, d'observation, je devais l'analyser, en fait. Je devais Mmh. l'analyser et me dire: «Mais en fait, OK, Quentin, qui es-tu, en fait? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes réellement?» Parce que pour certaines personnes, en fait, tout simplement, tu beau dire que tu es français, mais à leurs yeux, tu n'es pas français, en fait, Tout à fait. tu restes noir. Mais de l'autre côté aussi, parce que j'ai eu d'autres amis aussi, africains de plusieurs origines et eux, à la différence, qui allaient souvent dans leur pays, avaient vraiment une connexion et qui me disaient: «Ouais, mais toi, en fait, tu un faux congolais, Mmh. un faux noir», enfin, tu vois? Donc c'était comme si j'étais, pointé du doigt des 2 côtés, en fait, tu Ouais. vois? J'étais vraiment au milieu. On va Tu dire trouvais pas trop ta place, quoi, dans voilà, ce on va dire les fesses entre 2 chaises. mmh, mmh mh. Et au bout d'un moment, bah, quand tu entends ça des 2 côtés, que tu grandis,
et que tu réfléchis à tes interactions avec les autres, tu te dis, mais merde, en fait, euh, je suis qui, en fait? Tu vois, tu te regardes devant le miroir et tu dis, qui je suis, en fait? Donc écoute, c'est arrivé à ce moment-là. Je me suis dit qui j'étais et je me suis dit que pour savoir qui j'étais, je devais vraiment remonter. Et donc forcément, tu fais un travail dans le passé où tu vas fouiller dans tes racines. Mm. Et j'ai pris la décision d'aller au Congo. J'ai pris la décision d'aller au Waouh. Congo pour la première fois de ma vie où j'ai questionné déjà mon père, ma mère, mais c'était trop brouillon leur réponse. Tu vois. C'était vraiment trop. J'aime bien quand c'est net, tu vois. Là, Ouais, c'était trop brouillon. Limite, c'était ouais, pourquoi tu me poses ces questions? Arrête, tu ouais, vois. ouais. Mes oncles aussi, et justement, le grand frère de mon père m'a été d'une grande aide, que j'embrasse d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est lui qui m'a vraiment, il a trouvé les mots pour me parler. Il m'a pas vu comme quelqu'un d'un peu dément, à penser, à se poser des questions, et qui m'a dit, viens voir et tu verras, en fait. C'était Mm. simple, tu vois. Viens Mm. voir et tu verras, tu te feras une idée. Ma mère, bon, je pense que c'est plus par rapport à son histoire personnelle. Elle voulait pas forcément que j'y aille, même Mm. grand, même plus de 20 ans. Mais elle voulait pas, c'était un refus catégorique. Et mon père, assez passif, tu vois, assez passif. C'est, oh oui, ok. Très passif. Donc un jour, j'ai pris mon billet tout simplement et je leur ai dit, bon, que j'ai payé très cher d'ailleurs. En plus, je me souviens, c'était en plein mois d'août. Ah oui. Et je leur ai dit, bon, écoutez, j'ai pris mon billet pour Keene, on s'organise comment? Donc là, des réactions un peu. Dramatique. Voilà, ah, pourquoi? Comment ça? Pourquoi t'as fait ça? Donc ma mère, vraiment pas contente. Et mon père, qui est assez calme aussi, accepte, dit, oh, ok, bon, pas de souci, on va s'organiser. Et j'ai fait ce premier voyage-là à Kinshasa, du coup. Ça a été une grosse étape parce que j'ai dû un peu oublier tout ce qu'on me disait, tous les préjugés. Tout ce que tu avais construit, en fait, sur ton Voilà, en fait, identité. je suis vraiment allé. Allez, Quentin, vas-y, observe, ne dis rien Mm, mm, et découvre, en fait. Donc, j'y suis allé. C'était vraiment génial. Bon, bien sûr, totalement différent de tout ce que j'avais pu voir mm. de ma vie, mais c'était super parce qu'encore une fois, tu sais que moi, je suis quelqu'un qui aime créer du lien et Bien qui a sûr. besoin de lien vraiment pour survivre. Et ce qui était exceptionnel, c'est que là, du coup, je voyais des personnes en vrai que j'avais uniquement au téléphone ou soit via les réseaux où on dit c'est ta famille, c'est ta famille. Bon, ok, mais je le connais pas en fait, tu vois. Donc, Ouais. tu sais, ton père qui dit réponds-lui, Ouais, t'envoies un message sur Facebook, je le ouais. connais pas, papa, enfin, tu vois. Laisse-moi tranquille. Voilà, exact. Donc, non, c'était super parce que du coup, j'ai pu voir ces gens-là. J'ai pu aussi cultiver ce lien avec ma famille paternelle. Mm, mm, C'était super aussi parce que je suis resté à peu près ouais, 3 semaines, un mois et j'étais qu'avec mon père. C'est comme si j'avais appris à le redécouvrir en fait. mm. Et Waouh. inversement, tu vois, on a vraiment passé du temps où on s'est découvert en fait. Mm. C'est là, désolé, je t'en parle, je suis un peu ému, mais Non, c'est mais vraiment, je pensais pas qu'il était comme ça. Et lui aussi. Donc, et pour te dire très rapidement, même, on part. Je dois partir en fait. Donc, mon oncle m'accompagne, un cousin m'accompagne et mon père aussi. Donc, on attend à l'aéroport. Et donc, j'ai pour passer la douane. Et là, je vois mon père qui d'habitude est assez pudique en larmes. En waouh. larmes. Et donc, moi, je savais pas quoi faire. Donc, je rigole, je suis surpris. Je dis, pleure pas pour ça. Enfin, c'est rien, on va se revoir, tu vois. Là, je le vois en larmes. Et donc, du coup, je l'embrasse. Au revoir, on va se voir bientôt. Et là, donc, il s'en va. Et Zénab, je fais la queue tout simplement pour passer la douane. Et là, je comprends pas, je commence à ressentir une vague d'émotions, à ressentir de la chaleur, À être et là, déstabilisé, voilà, quoi, et ouais. là, t'as des larmes qui coulent toutes seules. Et là, je chiale comme un enfant, en fait. Toi qui pleures jamais, Moi en qui plus. pleure vraiment jamais, là, je chiale comme un enfant, je comprends pas ce qui se passe, mais tout simplement parce que émotionnellement, c'était fort, c'est-à-dire que j'ai vraiment, déjà, j'étais content de découvrir mes racines, Mm, mm, mm. vraiment de découvrir mes racines congolaises, de visiter Kinshasa, les bons comme les mauvais côtés, de voir que ce qu'on me disait parfois était vrai, et inversement, parfois pas du tout, Mm. créer du lien avec la famille, et aussi retrouver cette relation avec mon père. Tu vois, parce que c'est vrai qu'on a grandi, il a toujours été à la maison, mais on a peut-être par pudeur, on osait, enfin moi personnellement, je n'osais pas forcément lui poser des questions et lui dire des choses, et lui inversement en fait. Il est Mm. très calme, il est très compréhensif, mais c'est vrai que on est deux caractères assez similaires et on n'ose pas forcément parfois se dire, se Se parler. dire Et les là, en fait, choses. c'était le moment parfait. Parce que même en tant qu'homme, moi, j'ai aussi mis un peu d'eau dans mon vin où j'osais parler de Te certains sujets, dévoiler, me en fait. dévoiler, voilà, Être parler de toi-même. sujets qui fâchent,
de choses que je comprenais pas. Et non, on a vraiment appris à tout simplement se retrouver, en fait. Se retrouver, se découvrir. Donc, Et est-ce que tu penses que c'est un hasard que ce soit arrivé à ce moment-là? non. Moi, pour moi, rien n'est un hasard. Je pars du principe où tout arrive pour une raison. Je pense que ça devait absolument se passer à Hmm. ce moment-là où je me posais des questions sur qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime, où est-ce que j'ai envie d'aller, quel homme j'ai envie de D'être, devenir. ouais. Et forcément, bah, en pensant à quel homme j'ai envie de devenir, il faut que tu réfléchisses aussi, que tu connaisses l'homme que tu as vu en premier, Bien à sûr. savoir le père. Mm, mm, mm. Donc, C'est tellement intéressant comprendre le ça. père, en fait, Mm. vraiment comprendre le père et ensuite te faire des connexions de ce que tu as pu voir, de ce que tu as pu entendre quand tu étais petit. Mais je devais comprendre le père aussi, tu vois. Est-ce que tu dirais que le fait de s'accepter pleinement dans son identité, dans son histoire de vie, dans ses souffrances aussi que tu vois on peut Bien ressentir, sûr, est-ce que ça c'est déjà une réussite selon toi? à 100%. De toute façon, tu me connais, donc oui, à 100%, en fait, je pars du principe où si tu nies qui tu es, au bout d'un moment, tu vas le payer. Mm. Tu vas le payer. Ça J'aime peut- mieux le terme le payer parce que Ouais, non, mais en c'est fait il vrai. est dur ce terme mais Il je est trouve dur. que c'est exactement ça. Enfin Ouais. tu vois? Si tu fais semblant sur qui tu es, tu nies qui tu es, tu omets de dire certaines choses, au Mm. bout d'un moment, tu vas le payer cash. Si c'est pas même dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans. Enfin, dans tous les cas, tu vas le payer. Donc, vaut mieux déjà accepter qui tu es. Mais par contre, ça fait, comment dire, ça fait mal. Mm. Ça peut faire mal Mais bien sûr. de se remémorer certaines choses, d'accepter la réalité, tout simplement. C'est pour ça que tu as plein de personnes qui, pour fuir la réalité, ça donne à des plaisirs faciles, Mm. à une vie un peu d'excès. Mm, Mais je mm, mm. pense que oui, oui, moi en tout cas, pour réussir, il faut vraiment que tu t'acceptes, bon comme mauvais, et, euh, et que tu poursuives ta route, tout simplement. Mais oui, vraiment, l'acceptation de soi-même, pour moi, elle est essentielle à la réussite. Ouais. Sinon, Ça fait partie de la définition de la ça réussite pour fait toi. partie, parce que quoi qu'il arrive, tu peux même bien réussir ta vie, avoir un bon boulot, des biens matériels, mais si au fond de toi, tu t'acceptes pas, tu nies certaines choses, je pense que, je sais pas, peut-être c'est ce qu'on pourrait dire la crise de la quarantaine ou la cinquantaine, à un moment tu pètes un plomb. Mm, mm, Tu mm. pètes un plomb et puis ça peut être dévastateur. Et bien justement, on va faire ça va servir de transition avec ton parcours en termes d'évolution, justement. Ok. Comment toi, tu as pu te transformer et évoluer. Bon, bien évidemment, sans rentrer dans ta vie personnelle ou quoi, voilà. Bah moi, donc, on a la chance de bien se connaître et je sais qu'à un moment de ta vie, t'es passé par une phase où t'aimais bien faire la fête, t'aimais bien boire un peu d'alcool, ce Un genre tout de... petit peu. Un tout petit peu. Voilà, t'étais un peu dans ce schéma-là. Une forme d'excès aussi parfois, tu vois. Pas une forme, de l'excès. De De l'excès, l'excès, il oui, faut oui, le c'est dire. On vrai, a de dit qu'on mentait l'excès. pas. C'est vrai, on a dit comment t'es De pas. l'excès, de l'excès. Qu'est-ce que tu recherchais vraiment dans le fait de t'anesthésier un peu avec l'alcool? Hum, Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par rapport à certaines personnes que je connais, j'estime que j'ai bu assez tard. Honnêtement. Ok. J'estime que, parce que j'en connais qui C'est buvaient marrant de dire ça. déjà Oui. dès 15, 14, 16, ouais, vers ces âges-là. Moi, j'ai commencé à vraiment boire quand je suis entré en école de commerce Ok. et j'ai trouvé ça génial. Pourquoi j'ai trouvé ça génial? Parce qu'en fait, c'était une réponse facile à tous les maux que j'avais, en fait, que je ressentais. C'est-à-dire Hmm. qu'en fait, il suffisait juste de quelques verres et j'oubliais d'une certaine manière qui Ta j'étais. vie, quoi, en fait. Voilà, tu oublies tout. Donc tu peux oublier. En plus, vers cet âge-là, c'est là que tu vois, toute cette phase d'observation a commencé à remonter. Hmm. Et je devais l'analyser, en fait. Je devais l'analyser parce que forcément, 18-19 ans, tu es grand, donc tu comprends beaucoup plus de choses. Et moi, je voulais nier une certaine réalité, en fait, tu vois. On parlait du modèle de réussite. Tout à fait. Moi, je commençais à comprendre que j'en étais totalement éloigné, en fait. Donc, je voulais nier cette réalité. Pour moi, c'était pas possible, en fait. Hmm. C'était pas possible. Donc, forcément, en école, beaucoup de soirées, beaucoup d'occasions pour boire, en fait. C'était facile, en fait. Quelques verres et paf, Tout tout s'est s'est passé, passé. oui. Et il n'y avait pas encore, je considère que j'avais pas encore le boomerang où le lendemain, tu te dis, où c'est pire, en fait. Donc, ouais, forcément, à chaque fois, il y avait une soirée ou quelque chose, ou un tel qui organisait une fête. Donc, tu y allais, toutes les occasions étaient faites pour boire. Et aussi, il y a un piège, c'est que, je sais pas si c'est encore le cas, mais généralement, quand tu tiens bien,
tu es valorisé. Tu comprends? C'est C'est-à-dire intéressant que ça, j'avoue. ouais, bien sûr, il y a cette idée comme quoi, ah, je sais pas, Quentin, il peut boire une bouteille de whisky, c'est un vrai mec, c'est un bon, Donc, allez, un tu peu un vois. truc de booster aussi ton Bien ego, tu sûr, ah vois. mais totalement. Ouais, ouais. Et justement, et pourquoi je t'ai dit que j'ai trouvé ça génial, ma découverte avec l'alcool, c'est qu'en fait, j'estime que j'étais pas forcément un garçon qui avait Confiance en lui. très confiance en lui, ouais, ouais. Et le souci, c'est que quand tu bois, et qu'en plus tu tiens d'une certaine manière, bah, tu as ce pic, ouais, vraiment un ego boost en fait. On me dit, waouh, il est capable d'enchaîner les shots, il est trop fort. Tu as l'impression d'être une C'est star un pour certaines surhumain, ouais, ouais, personnes, tu ouais, ouais. vois. Donc oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est vraiment que plus tard où je me suis dit, il y a un problème, dans le Hmm. sens où, en fait, tout était fait, toute émotion que je pouvais ressentir, bah, valait mieux l'extérioriser en buvant en fait. C'était peut-être de Hmm. la tristesse, de la joie, de la peur, allez, tu vois, enfin, c'est plus facile. Mais alors justement, à quel moment tu as compris que tout ça, tout ce mode de vie-là, ça te correspondait plus? Euh, Justement, je t'ai dit qu'on sortait souvent, donc Hmm. c'était l'occasion pour boire. Et je voyais que quand j'avais rien ou que mon téléphone ne sonnait pas, je me disais, oh, mais qu'est-ce que je fais? Que font mes amis? Allez, il faut qu'on se retrouve, faut qu'on boit en fait. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, je pouvais pas être seul. J'avais du mal avec la solitude, je Hmm. l'acceptais pas, tu vois. Enfant, j'aimais ces moments-là, mais quand j'ai commencé à beaucoup sortir et aussi à boire, bah non, j'étais plus jamais seul en fait. Et il y a un moment où quand tu es tout seul, que tes téléphones sonnent pas, tu te dis, mais il y a un problème, qu'est-ce que je fais? Tu te retrouves avec toi-même. Et moi, je voulais pas me retrouver avec moi-même. Parce que se retrouver avec soi-même, c'est aussi se retrouver avec la Hmm, réalité. hmm, Et hmm. donc Et à le poids, penser, en et fait, le de ta poids, vie, tout voilà, le simplement. poids et de certaines choses, de même certains traumas. Donc non, fallait l'effacer. Et ensuite, je pense que c'est quand j'ai commencé peut-être à accepter de me poser des questions, peut-être à Hmm. accepter d'être un peu différent Conscient, oui. conscient, ouais, différent de ton groupe de potes, où j'ai commencé aussi à méditer. Je pense que ça m'a aidé aussi d'une certaine manière, à prendre vraiment le temps, tu vois, même si je sortais toujours. Et là, il y avait une vraie dualité, tu vois, Hmm, hmm, entre prendre soin de soi, méditer et sortir, se mettre des mines. hmm. Je pense que j'ai compris qu'il y avait un problème aussi, il faut le dire, le jour où j'ai compris que j'étais deux personnes totalement différentes Hmm, quand hmm, je hmm. buvais pas et quand je buvais. Je me rappelle que un jour, j'ai bu, après une soirée normale, hein, j'ai bu, mais je m'étais très mal comporté avec un ami, vraiment très très mal comporté. J'ai fait Hmm, quelque chose bah, qui a tout simplement causé la rupture de notre hmm, hmm, hmm. amitié. Et je me suis dit, putain, enfin. Donc là, je viens de perdre littéralement quelqu'un que je considérais comme mon frère, littéralement Hmm. mon frère, parce que j'ai vraiment ressenti de l'amour pour cette personne-là, Tout à fait. juste parce que j'ai fait cette connerie et je voulais vraiment pas la faire de base. J'ai un petit peu bu et ça s'est passé. Hmm. Donc là, ça a été un très gros déclic ou beaucoup de réflexion. Et là, je me suis dit, bon, stop, limite et vraiment réfléchis en fait. Réfléchis à pourquoi tu as fait ça, quelles étaient les causes. Donc ça a été ce moment-là. Bah, en tout cas, c'est très intéressant ce que tu dis. Et bah, tu vas comprendre à la suite de l'interview pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça. Mais je voudrais aussi qu'on revienne sur un épisode un peu marquant de ta vie qui a été aussi celui, bah, dans cette période-là où tu te cherchais encore. Il y avait aussi le fait de enchaîner un peu les conquêtes, ce genre de choses. Enfin, voilà, tu étais quand même bah, dans la vie de manière générale, tu voulais profiter Ouais, de tous les dans plaisirs, tu l'excès. vois. Et Bon, encore une fois, c'est pas pour pointer ce que tu non, as bien fait sûr. énumérer, mais c'est dans une optique de voir que les auditeurs puissent voir comment est-ce qu'on arrive aussi à rebondir Ok. pour des personnes qui pourraient se trouver dans cette situation-là. Comment en fait on arrive à se transformer, à changer de vie et encore une fois, comment est-ce que ça s'inscrit aussi dans une forme de réussite. Tu vois ce que je veux Je dire? vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux nous dire juste deux mots sur cette période aussi de ta vie? Ouais, bien sûr. Après, bon, moi, je trouve que j'étais pas forcément un Don Juan ou autre, Oui, mais oui. bon, j'ai eu deux, trois, oui, peut-être deux, trois relations. Bon, ceux qui me Mhm. connaissent savent aussi, mais écoute, je, encore une fois, je pense que ma manière de me comporter en couple euh, était aussi basée sur ce que je voyais Mhm. aussi de mon cercle très proche et mon cercle proche. Si tu veux, déjà, oui, le fait de pas bien aller et que forcément tu rencontres quelqu'un
qui te fait comprendre que tu plais, que tu Mmh. es intéressant. Donc forcément, tu tombes aussi dans ce piège où tu es content. Donc, si par exemple A dit ça, B peut-être peut dire ça. Mmh, mmh Et mh. C, ça peut aller très loin jusqu'à Ouais, Z pour ouais, certaines jusqu'à personnes, Z. jusqu'à Z. Ouais. Donc non, si tu veux, bien sûr, ça a été aussi un échappatoire aussi. Mmh. Le fait de Euh, se en fait, ce rapport à la séduction, tu vois? Au fait voilà, que, bien sûr. tu vois, je Ego sais qu'à un boost, moment, encore une voilà, fois, ego boost dans le sens où, t'étais comme je très l'ai dans dit, ça, où t'aimais bien plaire, voilà, comme je l'ai dit, j'étais pas un garçon qui avait forcément très confiance. Et quand tu vois que ça marche une fois, tu te dis, ah, pourquoi pas recommencer, peut-être que ça en marche, et ainsi de suite. Et ça, en fait, c'était comme des pics d'ego. Mmh Des mh. pics d'ego, et le piège, c'est de tomber dedans, en fait, parce que le jour où t'as pas ce pic, où t'es en manque, en fait, comme quelqu'un qui était assez addict, en fait, d'une Mmh mh, certaine mmh manière, mh. tu vois, t'as pas ta dose, bah, il y a un problème. Mmh mh, mmh. Donc, tu vas chercher, chercher, chercher très loin, parfois même à blesser certaines personnes qui tiennent vraiment à toi. Mmh. Parce qu'effectivement, ça fait, quelques années que tu es avec, une personne avec qui tu as quand même construit pas mal de choses et effectivement, c'est vrai que ta manière d'être, ta manière de te comporter et ton rapport à la séduction que tu pourrais avoir à l'époque, ça pouvait effectivement blesser, Bien sûr, bah, la personne qui t'aime et cetera et là, on en parle, mais c'est vrai que, de manière générale, ça concerne plein de gens. Quand tu as certains comportements qui peuvent blesser, tu as donc le choix soit de continuer et de vivre une vie où en fait tu t'en fous de ce que les gens pensent et enfin les gens qui tiennent à toi pensent et que tu continues un peu à agir comme si de rien n'était. Mais en même temps, cette façon d'être et cette façon de vivre, ça te fait pas non plus évoluer, ça te fait pas non plus grandir. ça te fait même à régresser. Ça te Exactement, fait régresser, mais tu ne t'en rends pas compte sur le moment. totalement. Donc est-ce que tu penses que qu'on peut aimer sainement une personne quand on n'est pas totalement construit? Non. Pour moi, non. Enfin, après, ça Hmm. dépend construit dans le sens où je pense que si tu es construit et que tu as des petits traumas et que déjà toi, tu les nies intérieurement et que tu n'en parles pas, moi, ça me paraît difficile. Après, je peux me tromper, hein, mais moi, ça me paraît difficile. Moi, par Mhm. exemple, je pense que ça a été une catastrophe parce que justement, j'ai nié certaines choses, j'ai pas voulu admettre certaines réalités, ce qui fait que quand tu ne te construis pas déjà toi-même, c'est difficile de construire à deux. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Attends déjà que ta maison soit bien bâtie, dans l'idéal, pour en construire une deuxième. Alors justement, on va en venir à cette phase donc, de transformation. Donc moi qui te connais dans ta vie personnelle, j'ai vraiment vu que tu avais vraiment énormément évolué. C'est Enfin gentil, franchement, merci. le Quentin de même il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, c'est pas du tout la même personne que celle que j'ai en face de moi aujourd'hui. C'est Et gentil, moi, ça merci. m'a toujours fasciné ta capacité à évoluer. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, t'évolues vraiment rapidement, tu vois. T'évolues rapidement, tu comprends plein de choses, tu refais plus les mêmes erreurs. T'es vraiment dans cette ligne directrice d'une évolution, en fait, fulgurante. Et c'est, non, Ça mais me c'est vrai, et touche, c'est merci. quelque chose que j'ai vraiment remarqué chez toi. Et je crois que je t'en avais déjà parlé, mais je t'avais déjà demandé un jour, mais comment ça se fait que t'as autant changé, que ton personnage a autant évolué, alors que tu m'as dit que tu t'étais jamais fait accompagner, enfin de manière extérieure, dans le sens où t'as jamais consulté de psychologue, des trucs comme ça. Comment on arrive à changer sans accompagnement extérieur? Alors, déjà, moi, j'ai commencé par dire que déjà plus jeune, je ressentais le besoin d'aller voir un psychologue. Ok. Honnêtement, de parler de certaines choses. Bon, comment te dire qu'à la maison, on m'a gentiment recalé en disant mais non, t'es pas fou, nous on fait pas ça chez nous, alors que Hmm. j'avais des amis qui le faisaient, tu vois, mais c'était juste non, on fait pas ça chez nous, donc recalé. Et après, pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment l'introspection, donc vraiment Hmm. une grosse phase d'introspection, mais introspection continue. Hmm. C'est-à-dire, c'est pas que tu te poses un dimanche, tu te laisses 2 ou 3 heures pour réfléchir et tu penses en sortir changé. Non, je pense que c'est vraiment plein de moments où tu te poses et tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, pourquoi est-ce que j'ai fait ça exactement, que tu pas peur vraiment de creuser, de Hmm. chercher vraiment dans les profondeurs, dans les racines, ce qui peut déranger en fait. Donc tout simplement vraiment une grosse phase d'introspection. Aussi accepter d'être d'une certaine manière différent, Hmm. accepter qui tu es. Accepter C'est-à-dire ses défauts, ses que failles, voilà, sa c'est ça. vulnérabilité aussi. Accepter de, en fait, faire tomber le masque. Faire tomber le masque. C'est-à-dire que moi, je pense que ce qui m'a vraiment porté préjudice à partir de je pense de la ouais, du collège jusqu'à il y a pas si longtemps, c'est peut-être l'idée de vouloir jouer un rôle pour plaire, en fait, tu vois. On revient Hmm. à la séduction. Donc de vraiment, parce que quand tu séduis,
il se passe quelque chose. Mm. Les gens t'apportent quelque chose. On te voit différemment. Donc, je pense que ça a été d'oser me dire, Quentin, dépose le masque. Je sais pas, si t'aimes pas sortir, ne sors plus. Si t'aimes pas manger ça, mange pas. Même si ça peut te couper de certaines personnes, en fait. Donc, vraiment, déposer le masque et être tout simplement être dans le vrai, en fait. Pas dans le faux, être dans le vrai, mais j'ai envie de dire, ça va être moche ce que je veux dire, mais le vrai, vrai. Tu vois ce que je veux Oui, dire ou non mais je pas? vois totalement ce que tu veux dire. Et c'est marrant parce que, encore une fois, dans nos chemins de vie, j'ai l'impression que moi, j'ai vraiment dû aussi passer par là pour évoluer. Ouais. Est-ce que réussir sa vie, finalement, c'est pas réussir à se transformer en permanence, tu vois? C'est-à-dire à chaque step de nos vies. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, tu sais, à chaque fois, on dit, ah bah la trentaine, il se passe ça dans ta vie. Ah, la quarantaine, t'es plus du tout dans cet T'es état plus, d'esprit. ouais. La cinquantaine, c'est encore autre chose. Est-ce que finalement, il n'y a pas une forme de réussir sa vie, c'est pas réussir à s'adapter à chaque étape, en Ouais. fait, à comprendre des choses, à évoluer, à avancer. À se comprendre. Pour moi, se comprendre, c'est essentiel. Mm. C'est-à-dire que tu peux pas espérer que les autres te comprennent si tu te comprends pas déjà. C'est Tu vois, vrai, en vrai, j'avoue. en vrai de vrai. Donc pour moi, ouais, réussir, c'est vraiment se comprendre. Et tu sais, tu as parlé de l'âge justement où on te dit oui, à la trentaine, il faut faire ça. En plus, j'approche la trentaine, donc bon, faut que tu aies ci, faut que tu aies ça. Et même des gens qui me disent, tu verras, profite de tes années plus jeunes parce que c'est là où tu seras le plus heureux et tu seras vraiment épanoui. Mais en vrai, moi, j'approche la trentaine. Je dirais pas que je suis vieux, mais bon, je suis plus tout jeune non plus. Mais honnêtement, je me sens beaucoup plus heureux maintenant qu'avant. Mais largement, pour moi, ça n'a rien à voir. Donc, ouais, réussir, c'est, enfin, je dirais vraiment se comprendre, évoluer aussi dans le bon sens, être une bonne personne aussi, c'est important, être peut-être plus connecté à ses valeurs profondes. Et ne pas être faux, en fait. Déposer le masque. Vraiment déposer le masque. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et ce beau témoignage Merci à toi de de ta vie. l'invitation. C'est pas fini, Quentin. Ah oui, j'ai cru que je pouvais partir. T'en as déjà marre de moi. C'est trop marrant cette Grave, interview. vraiment. On va parler maintenant de la question de la transmission Ouais. et du sens qu'on peut donner à sa vie de manière générale. Alors, je sais que toi, t'es quelqu'un de très passionné par les autres. On le disait même au début, le lien social ou le lien humain de manière générale, c'est hyper important pour toi. Alors récemment, tu m'as dit que tu donnais des cours d'art oratoire C'est à ça. des jeunes lycéens. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce projet un peu fou? Comment tu t'es mis à entreprendre ce projet-là? Alors, Et pourquoi c'est important pour toi surtout? ok. Et tu te souviens au milieu d'épisode, je me souviens plus, je t'ai dit que pour moi rien n'arrivait par hasard. Oui, tout à fait. Et là, je vais te raconter une histoire qui prouve que pour moi encore, même si on peut me traiter d'illuminé, mais rien n'arrive par hasard dans le sens où, si tu veux, je me souviens très bien, c'était un dimanche. J'avais rendez-vous avec la famille de ma copine, si tu veux. Et j'étais dans le métro. Déjà, ce jour-là, je voulais pas sortir. Il y avait le Grand Prix à la télé. Je voulais le regarder tranquille, un dimanche en plus. Et il me semble qu'il était un peu plus vieux. Donc, pas des conditions qui te disent que tu vas sortir. Donc, je t'explique. Si tu veux, j'étais dans le métro, station Grand Boulevard. Et je me prends un peu la tête avec elle. Je souffle, donc un peu saoulé. Bon, c'est bon. Et en fait, en tournant ma tête comme ça, je vois... Tu sais, il y a souvent des affiches dans le métro. Les gens font pas attention, mais il y a plein d'affiches. Ouais, j'avoue. Et je vois une affiche comme ça, où ils mettent, oui, nous recherchons des formateurs dans la prise de parole en public pour l'enseigner dans les lycées. Moi, je trouve ça un peu... Ça m'intrigue. Tu sais, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc ça m'intrigue. Et en plus, ça me permet de un peu... mettre un peu en sourdine ce que ma copine me reprochait. Voilà, donc sur mon téléphone, je prends en photo. Et là, je vois que c'est une association qui... je peux dire le nom de l'association? Oui, oui, tout à fait. Donc là, je vois que c'est une association qui s'appelle Trouve ta voix, d'ailleurs, qui est une superbe association, qui aide en fait donc les jeunes collégiens et lycéens en France à améliorer leur prise de parole en public. Et donc, si tu veux, moi, je m'intéresse, je fais un premier entretien qui se passe super bien.
Et ce qui était top, en fait, c'est que le week-end de formation, il me semble que c'était le week-end même, en fait, tu vois. Oh, c'était le Voilà, week-end même où tu c'était as découvert voilà, l'affiche. le week-end même, si Mhm. tu veux. Donc, c'était un dimanche, je le fais mardi et on me dit samedi, dimanche, il y a un week-end de formation donc, pour te former à donner des cours de prise de parole. Et tu vois, c'était vraiment un enchaînement Logique, quoi, en fait. logique. Fluide. Et je le fais et ça s'est super bien passé. Ça s'est très bien passé. J'ai été super bien accompagné. Euh, je saurais même pas trop quoi te dire dans le sens où c'était vraiment. J'aime pas utiliser le mot parfait parce que pour moi ça n'existe pas, mais c'était vraiment presque parfait en fait. Vraiment, c'était Hmm. fluide. Tu t'es senti à Je me ta sentais vraiment place, bien ouais. en fait, vraiment bien. Donc j'ai fait le week-end et quelques temps après j'ai commencé à. Donc j'ai eu une classe de seconde dans un lycée dans le 14e, à savoir qu'en fait c'est une association qui donne des cours à des lycéens en ZEP. Donc Zone d'éducation prioritaire, voilà, quoi. c'est ça. Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres aussi, mais principalement aussi les ZEP. Et donc j'arrive dans ce lycée-là et j'ai commencé et ça s'est tout de suite bien passé en fait. Ça s'est tout de suite bien passé. Donc j'ai eu une classe, une deuxième, puis une troisième, une quatrième et là je commence à le faire à d'autres personnes hormis lycéens, donc c'est super. C'est top. Et alors, pourquoi c'est important pour toi de transmettre aux autres? Et notamment là, dans le cadre des cours que tu donnes à des lycéens, pourquoi c'est important de ce que tu fais, quoi? Comment tu y trouves du sens, en fait? Bah, le sens, il est déjà moi, tu sais à quel point j'aime la question du sens de la vie en fait. Je pense que quoi que tu fasses, il y a un sens derrière. Donc, C'est vrai. ouais, en vrai, oui, il y a un sens. Mm. Et il y a plein de choses que même j'ai pu faire avant, que d'autres personnes font, qui n'ont aucun sens. Mm. Et c'est dommage, en vrai. Oui, c'est Tu vrai. perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds même de l'argent dans des choses qui n'ont aucun sens. C'est Et vrai. pour moi, la transmission, c'est ce qui a, et le partage, en fait, c'est ce qui a le plus de sens, en fait. Ça a répondu aux questions que je me posais. Et donc, tout simplement, tu rencontres des élèves ou des personnes et tu leur transmets un savoir. Je trouve ça beau en fait. Tu leur Mm. apprends quelque chose que toi-même tu as appris de quelqu'un et ça se perpétue en fait C'est j'allais dans dingue. l'excès, mais peut-être de génération en Ah oui, non, génération, mais tu vois. totalement. C'est comme un art en fait, tu Mm, vois, mm, ça se transmet et c'est pas forcément par la famille ou le cercle proche. C'est-à-dire que là, les élèves que je rencontre, on se connaît pas en soi. On mm. s'était jamais connus et je pense que si j'avais pas fait ça, bah, on se serait jamais connus. Mm, mm, mm. Mais le fait de leur parler de l'importance de la prise de parole, de leur transmettre en fait des techniques pour être plus à l'aise à l'oral, euh, ça a du sens. Et surtout, ça a du sens quand tu vois que ce que tu fais, bah, y a des résultats derrière. Quand tu vois qu'un élève, je sais pas, un élève zénave qui au début était assez mal à l'aise Mm. dans l'exercice de la prise de parole en public et qui, bah, au bout de quelques mois, se révèle et prend du plaisir, bah, tu ressens une joie que tu ressens très Mm, peu, mm. enfin, tu vois, Tout à de fait. manière lambda, donc c'est super, c'est incroyable. Et est-ce qu'il y a pas une forme de super pouvoir aussi à travers la parole? Tu sais, le fait de s'exprimer, est-ce que c'est pas libérateur de Ah, mais quelque bien chose, tu sûr, vois? Parce que justement, on en parle, mais bah, on sait qu'on est en France, il y a beaucoup de personnes justement qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les armes, et qui justement se retrouvent un peu marginalisés parce qu'ils savent pas comment exprimer bien ce qu'ils sûr, ont envie de dire. bien Et sûr. là, c'est trop bien parce que le fait que toi, du coup, tu les aides à s'exprimer correctement, tu leur donnes un pouvoir en vrai qui est énorme, Ouais, Quentin, dans bah, leur vie. la parole est une arme, c'est un pouvoir, hein, c'est un super pouvoir. D'ailleurs, je conseille à tous, il y a une super série documentaire qui est sortie sur TV5 Monde, en collaboration avec Bertrand Perrier, qui est un avocat et qui lui aussi est spécialiste dans l'art oratoire, qui Hmm. s'appelle Le super pouvoir des mots, et ça veut tout dire en fait, tu vois. Euh, c'est un pouvoir. Pour moi, la parole, c'est libérateur. Et moi, je leur enseigne donc des petites techniques pour être plus à l'aise à l'oral et avoir une bonne élocution. Mais j'ai un petit supplément, c'est que je leur apprends aussi que le fait de parler et même de nommer les choses, de dire quand ça va pas, de dire quand ça va bien, c'est encore plus libérateur en fait, parce que tu libères ton émotion. Dans le Hmm. sens où, imaginons si tu es énervé, tu te sens triste, tu vas garder ça pour toi, t'en parles à personne. Dans les jours qui vont venir, ton état ne va pas changer. Alors que si tu trouves quelqu'un à qui en parler, ou même de dire, ouais, là, je me sens pas bien, je me sens triste, enfin, c'est super libérateur, tu te libères d'un poids Bien et tu es sûr. dans une démarche où tu peux aller mieux, en fait, tu vois. Donc vraiment, parler, oser dire les choses, communiquer. Moi, personnellement, ça m'a aidé même dans ma relation avec les autres. Donc c'est pour ça que j'essaie aussi
de De perpétuer l'enseigner, ça. voilà, de l'enseigner aux élèves. En tout cas, c'est une très belle mission et je te remercie d'ailleurs C'est gentil. enfin, de le faire, de te consacrer à ça, aux autres. Et d'ailleurs, là, j'aimerais qu'on parle d'une autre forme de transmission qui est celle que tu as avec la petite Elia. Elia, qui est donc ta nièce, Ma qui nièce, est ma fille, ouais. ouais, ta fille en fait, qui Ouais, est en bah oui, fait ouais. l'enfant de ta sœur. C'est ça. Donc j'aimerais que tu me parles de cette relation particulière et de, tu vois, cette exigence-là aussi que tu as à lui transmettre des choses, tu vois. Ouais. Écoute, Je te sens un peu émue. bah bien sûr, parce que là tu parles d'une personne, c'est peut-être la personne que j'aime le plus au monde, donc Oh, c'est évidemment, trop chou. c'est l'amour de ma vie, c'est c'est ma petite Elia, quoi, donc forcément. Mais écoute, je pense que ce qui a fait que que j'ai un peu évolué dans le temps aussi, c'est de comprendre et accepter la responsabilité que j'ai en tant que tonton, tu vois. En vrai, Hmm. je suis pas tout seul maintenant, je suis plus tout seul. Dans le Hmm. sens où, avant, certes, j'ai des amis, une copine, des parents, mais là, en fait, il y a quelqu'un qui est plus petit et qui compte d'une certaine manière sur moi, tu Tout vois. à fait, oui. Donc, j'ai une responsabilité envers cette petite fille. Et c'est ce qui a fait aussi que je pense que j'ai évolué, que j'ai pris en maturité. Et non, bah écoute, au quotidien, j'ai la chance et l'immense chance d'ailleurs de pouvoir la récupérer à l'école, de pouvoir Oh, passer du temps. Bah oui, waouh. parce qu'on se rend pas compte, mais c'est des moments inoubliables. C'est-à-dire que moi, quand je la vois, elle crie, ah tonton, qu'elle vient, qu'on se dispute un peu parfois parce que j'ai pas ramené un goûter ou autre. Enfin, c'est des moments géniaux. Enfin, tu vois, je la vois vraiment grandir en fait, et je me rends compte que le temps passe. Mhm. Je me rappelle déjà quand je suis allé à la maternité et que j'ai vu ma sœur qui était magnifique, qui venait de donner la vie, un tout Waouh. petit bébé. Ça doit être fort comme Ah, moment, mais ça. c'est incroyable. Bah, tu vois, c'est là où, encore une fois, le sens, tu te dis que ta vie a un sens. La vie a un sens pour ce type de moment, pour ressentir ce type de choses. Hmm. Et c'est des choses qui sont réelles, en fait, tu vois, c'est pas factice. Donc non, la vie passe tellement vite, donc j'essaie de passer le plus de temps possible avec elle, parce que bientôt, elle sera enceinte, elle me dit non mais tonton, j'ai pas envie de te voir aujourd'hui, flemme, Ouais, tu vois. ouais. Donc, Flemme. donc non, elle grandit, elle évolue, j'essaie vraiment de l'accompagner au max. Euh, J'essaie aussi, oui, de forcément lui transmettre certaines choses. Par exemple, moi, bon, si tu veux, dans la famille, on aime bien, surtout ma soeur, m'embêter en me disant, ah, le tonton tyran, parce que par exemple, moi, je trouve que parfois, il accourt un peu trop, tu vois. Je trouve. C'est Hmm. mon avis, je dis Hmm. ce que je pense, tu vois. Et Tu vas t'attirer les foudres oui, bien de... sûr, ouais, Marianne, tout le monde, Ouais, ouais. les grands-mères, le papa. Moi, je trouve qu'elle pourrait, enfin, je trouve mais c'est Hmm. normal honnêtement. Mais un exemple tout bête, c'est que nous, on habite au troisième étage. Quand elle vient, du coup, à la maison, on monte toujours à pied. Ok. On prend les escaliers, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, ils me disent, ah, Quentin, t'abuses, elle est fatiguée. Alors que non, pas du tout. Hmm. Parfois, elle porte même sa trottinette et elle monte les escaliers parce qu'elle sait qu'avec tonton, c'est comme ça, tu Hmm, ouais, vois. ouais, ouais. Et elle sait que, bon, avec sa mamie, qui bien sûr est tellement beaucoup plus gaga, et elle sait, et tu vois, en termes de séduction, elle est très forte, cette petite. Hmm, Elle est hmm. excellente. Je pense Les que enfants, ils elle sont trop fera. intelligents. Elle est excellente. Elle est excellente en tout. Je pense que ça va être une superbe actrice, honnêtement, parce que un truc tout bête, parfois, quand on peut passer les mercredis ensemble et que ça se passe bien. Hmm. Désolé, ça fait rire. Mais ma mère va arriver et elle fait, ah, mamie, tonton, il était pas gentil avec moi, il m'a pas pris un cookie, ou il a pas fait ci, il a pas fait ça, tu vois, parce qu'elle sait que sa mamie derrière va peut-être soit m'engueuler ou soit lui donner, Ce tu qu'elle veut vois, parce vraiment. qu'elle veut Ouais, ouais. vraiment. Alors que non, on a passé un super moment, elle s'est pas plaint. Mais non, non, écoute, j'essaie de lui transmettre bah, déjà quand même le goût de l'effort. En prenant les escaliers. Voilà, en prenant les escaliers, parce qu'il y Ouais. a de l'énergie d'ailleurs. Mhm. Mais le fait de dire, de parler, par exemple, je sais que c'est très important pour un enfant de parler. Donc quand je la récupère à l'école, j'essaie toujours de lui demander comment s'est passée sa journée pour qu'elle puisse même être plus à l'aise et le fait de parler, de raconter, de nommer les Mhm. choses. Et d'oser, tu vois, elle adore danser, elle adore faire des roues, elle est Mhm. super forte. Donc non, vraiment, j'essaye de lui transmettre tout simplement qu'elle accepte d'être qui elle est, même si elle est toute petite, hein, mais de oser faire, tu vois. C'est Oser dingue, ouais. faire, ouais, De de cultiver pas ce avoir qu'elle honte, est, ouais, ouais, vraiment. de cultiver vraiment ce qu'elle est parce qu'elle est déjà superbe en vrai. Et Mhm. elle m'apprend déjà beaucoup de choses, tu vois, ça marche dans les deux sens. Donc, je sais que parfois, à certains moments, elle peut avoir peur je sais pas, quand on fait les devoirs ou autre, de dire la mauvaise réponse. Donc, Mhm. non, vas-y,
Tu vois, n'aie pas peur de te Ouais. tromper, c'est normal, mais que ce soit pas au dehors, même pour tout, en fait. Ce qu'elle ose tout simplement faire. Alors du coup, est-ce que pour toi, réussir sa vie, c'est finalement être utile aux autres? Ou pas forcément? Ou on peut réussir sa vie, ou quelqu'un peut réussir sa vie sans être utile aux autres? C'est intéressant cette Ouais, question c'est quand une même, bonne hein? question, mais en fait, euh, j'ai envie de dire oui et non en soi. Je vais te dire pourquoi. Ok. Je vais te dire oui et non parce que pour moi, tu peux réussir ta vie. Et oui, forcément, peut-être que tu es très utile envers les autres, que tu les aides, mais tu masques un mal-être. Tu masques un mal-être Hmm. où en fait, de l'extérieur, on te voit comme quelqu'un qui est très actif, qui aide, qui a un bon fond, mais c'est pour masquer quelque chose. Et dès que tu rentres chez toi, tu te sens triste, tu te sens mal. Hmm. Et peut-être qu'on apprendra que tu as fait une dépression et les gens te diront: «Oh, mais comment ça se fait? Il était tellement bien, tellement gentil» et qu'on voit pas le mal, tu vois? Hmm. Ou au contrario, tu peux juste être aligné envers toi-même, être bien pour tes proches et ta famille, être pas forcément Hmm. utile, mais être là dans les bons moments ou quand il faut être là, tu vois. Tu Hmm. sais que tu es ce gars, si tu as un problème, on t'appelle, Tu tu veux, ouais, viens, ouais. tu vois, mais pas forcément être utile ou être un bienfaiteur, tu Ouais. vois. Donc, j'ai envie de dire oui et non, en fait, tu vois. J'aime trop ces Ouais. termes. Mais ouais, j'avoue, c'est une bonne Ouais. réflexion et j'avais même pas pensé à ça. Et enfin, très rapidement, parce que du coup, on a quand même déjà beaucoup parlé et Ah, tu vois, mine de rien, le temps bah passe ouais, vite le quand temps même, passe hein. vite, pourrait te parler encore plus. Je voudrais aussi parler du côté un peu professionnel, tu vois, parce Ouais, que honnêtement, on peut pas finir cette interview sans parler du côté professionnel, dans le sens où, quand on dit instinctivement quelle est ta vision de la réussite, je pense que 70% des personnes diraient c'est d'avoir un bon métier, c'est de gagner beaucoup d'argent, en tout cas quelque chose qui est lié à une réussite bien professionnelle. C'est sûr, souvent associé à ça, la bien réussite. Et sûr. puis, on le voit très bien Le que les métier, métiers, mais quelqu'un qui est, je sais pas, PDG de chez Total sera beaucoup plus valorisé que quelqu'un qui conduit un bus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? exactement, ouais, ou un Et agent c'est dommage, d'entretien. hein, justement. Enfin, ça, franchement, c'est un autre débat qu'on Ça, c'est pourrait un avoir. autre débat qu'on Mais peut c'est avoir qui est pas dommage. mal, Mais ouais. est-ce que pour toi, on peut réussir dans la vie sans avoir forcément une grande carrière? Et comment est-ce que ça se manifeste, tu vois? Bien sûr. Moi, je pense que tu peux Et, réussir. oh, pardon, excuse-moi de te couper, mais Dis-moi. tu vois, parce que j'avoue, j'ai pas très bien formulé ma question, mais parce que c'est un peu dur, tu vois, de renoncer souvent à cet idéal de grande carrière. Et Bien je le sais parce que, sûr, tu vois, moi, j'ai eu, tu vois, mon concours, des bien choses, tu vois, sûr. dans ma vie, où j'avais à un moment cet idéal d'avoir une énorme carrière. Et pour moi, ma réussite ne passait que à travers ça, tu vois. Et du coup, je sais que toi aussi, à un moment, tu as pu être un peu perdu professionnellement, et ça a Totalement. été difficile. Donc, justement, je voudrais que Ça a tu nous été racontes horrible. comment est-ce qu'on peut, en fait, redéfinir notre notion de la réussite en, pourtant en étant dans le chemin de la réussite. Ok, Je sais pas si tu vois, de la réussite professionnelle, du ok. coup. En fait, ça, pour moi, encore une fois, faut un gros travail faut un travail où déjà d'accepter la réalité, de comprendre que bah, l'idée que tu te fais n'est pas forcément la réalité aussi. C'est vrai, c'est très important. Ouais, c'est super important de comprendre que l'idée que tu te fais ou que même tes proches te disent, ce n'est pas la réalité en fait. Mhm. Et bah, moi, tout simplement, le fait d'être, quand j'étais diplômé et que j'ai vu ce que les autres faisaient, je me suis dit: «Oh putain, bah, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça, il y a un problème». Donc, si tu veux comprendre ça et vivre des expériences, tester des choses qui au final vont tout simplement te mener vers un chemin et tu vas te dire, enfin j'espère, hein, moi ça a été le cas pour moi, mais où tu vas te dire en fait, c'est pas ça la réussite, il y a d'autres choses en fait. C'est pas la réalité. Sois plus dans la réalité Tout à fait, ouais. et tu vas trouver ton chemin de la réussite en fait. Et alors, dernière question, est-ce que du coup, le fait de ne pas savoir où tu vas, d'être un peu perdu dans sa vie, pour toi, est-ce que ce serait une forme de d'échec ou C'est une une forme de chance. réussite? Désolé, je te coupe, mais pour On moi, est c'est la d'accord. meilleure des chances. Hum, hum, hum. C'est la meilleure des chances parce que moi, pour moi, c'est un peu un message de l'univers, on va dire, ou je sais pas, si tu crois en Dieu, de Hum, hum. Dieu ou de tes ancêtres, pardon, où en fait, tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire. C'est le bon moment en fait pour t'empêcher d'aller vers quelque chose Hum, qui n'est pas bon pour toi en fait. De hum, vraiment prendre le temps de réfléchir. Tu repars à zéro, tu te dis bon, je sais pas quoi faire, par où je vais en fait. Qu'est-ce hum, que je peux faire, qu'est-ce que j'aime. Et c'est là où c'est important, je pense, de rentrer dans une grosse phase d'introspection pour vraiment essayer d'aller vers la meilleure voie possible. Donc, hum.
Donc bien sûr, pour moi, ouais, c'est une chance. Après, je te dis ça avec du recul. Moi, lorsque ça a été mon cas, c'était l'échec total. Je me suis dit, vraiment, le déchu de la société, le perdant, la honte, il sait pas quoi faire en sortant d'école, alors que tu vois, Hmm, comme j'ai dit, d'autres personnes qui se réalisent, mais qui n'ont pas forcément les mêmes réalités que toi. Dans le effectivement. sens où moi, je suis sorti de l'école, je savais pas quoi faire. Comme je l'ai dit avant, d'autres avaient déjà un poste qui les attendait bien au chaud. D'autres avaient d'autres opportunités aussi. Et donc tu te dis, putain, je suis un loser, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Donc au début, forcément, tu le vois comme un échec. Mais plus le temps passe, plus tu acceptes la réalité, tu acceptes les choses telles qu'elles sont, tu acceptes aussi de te défaire de la réalité que tu te faisais. Totalement. Et à un moment donné, tu finis par trouver. Tu finis par trouver, tu réfléchis aussi à qui tu es, quelles sont tes valeurs, dans quoi tu te plais, et ça va tout seul. Je me disais, tu sais, là, on vient de dire qu'on a toujours la possibilité donc d'évoluer, Bien d'avancer, sûr, de il se est jamais trop tard. Voilà, Il est jamais exactement. trop tard. Non, mais c'est important de le dire. Il Vas-y. faut le dire parce que. Désolé de t'ai Non, coupé. non, non, vas-y, vas-y. Mais c'est parce qu'en fait, moi, j'ai la chance de pouvoir parler avec plein de personnes. En vrai, je pense que tu me connais, je suis assez sociable. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je peux parler avec des gens de tout âge. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est que certaines personnes, vraiment, disent qu'il est trop tard pour faire ça. Enfin, c'est comme récemment, je discutais avec une personne qui était assez âgée et qui me disait oh, moi, j'aimerais bien me mettre à lire, mais bon, là, c'est trop tard, j'ai pas commencé plus jeune. Je dis mais non, il suffit de commencer petit à petit, il est jamais trop tard, même pour. On voit plein de personnes qui ont fait des carrières, je ne sais où, en finance, en banque ou en entreprise, qui du jour au lendemain changent tout. Totalement. Et c'est l'exemple concret qu'il est jamais trop tard et qu'il faut pas avoir peur en fait de faire les choses. Du De renouveau. commencer en fait, voilà, du renouveau et de commencer. Totalement. Alors du coup, dans la continuité de ce qu'on dit, est-ce que tu penses donc que c'est possible de rater sa vie? Ouais, Mais bien sûr. oui, mais vu qu'il y a Sinon, ce toujours serait ces... trop beau, sinon tout le monde réussirait, Ouais, tu c'est vois. vrai. Ouais, mais en même Évidemment, temps, bien je me dis, sûr. vu qu'on a toujours la possibilité de recommencer, comment est-ce que c'est possible du coup? Est-ce qu'on peut vraiment dire, même quelqu'un qui aurait toujours tout fait de la mauvaise manière, est-ce qu'il a forcément raté sa vie? Je vais peut-être être un peu extrême et en choquer certains, mais pour moi, oui. Mhm. Pour moi, bien sûr que tu peux rater ta vie. Mais après, moi, je pars du principe où j'ai plusieurs définitions. Pour moi, déjà, je considère que. Après, je peux encore une fois être un peu extrême et provocateur, mais je vais te dire que dans le premier stade, tu rates ta vie quand tu fais pas ce que tu voudrais faire, en fait, ou tu n'es pas vraiment aligné avec toi-même. Tu comprends? Pour moi, déjà, ça, c'est un premier stade où d'une certaine manière, tu es en train de rater ta vie. Après, comme on l'a dit, il n'est pas trop tard. Mais pour moi, rater sa vie, déjà pour moi, quand tu fais que des choses mauvaises et des choses qui te tirent vers le bas, où il n'y a pas de sens derrière ou d'impact, pour moi, tu as raté ta vie d'une certaine manière. Pour moi, quelqu'un qui s'adonne vraiment, qui est déjà isolé, tout seul, et qui s'adonne à plein de formes de plaisir et d'excès, je pense que c'est quelqu'un quand même qui avait des projets étant plus jeune, mais qui là, par cette vie-là, a raté sa vie. Ou il est Mhm. en train de la rater, parce que comme j'aime bien dire, il est jamais trop tard. Voilà. En Il fait, est c'est plus jamais ce trop côté-là, tard. puisque c'est pas définitif. Tu vois, on l'a dit, tant que Ouais, tu bien vis, en sûr. fait, tu as la possibilité de te De te renouveler. renouveler, Donc, est-ce ouais. que finalement, cette notion de rater sa vie, ça a un sens, tu vois, dans ce contexte où, bah, même si tu as tout fait mal depuis le début, tu peux quand même, enfin, à un moment, même à la Bien dernière minute, sûr. te ressaisir, tu vois, Exactement. et donc Et réussir, là, enfin, tu vois. réussir. Et contrario, Oui, c'est tu vrai. peux vivre tout le Mm, temps. Enfin, mm, tu peux vivre mm, et, et ne jamais avoir le courage pour moi de mm. vouloir changer. Et ça, pour moi, Totalement. c'est là où tu rates ta vie. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais que ce que tu fais est mal, tu sais que tu ne te fais pas du bien et que tu ne fais pas du bien aux autres, que clairement tu n'évolues pas. Mm, Et tu veux pas faire juste l'effort mm. de changer ou modifier un comportement. Parfois, il suffit juste d'un pas, tu vois. Je te dis pas de courir directement pour Pour te changer, transformer, pour te oui. transformer. C'est petit à petit, step by step. Pour moi, ça, c'est rater sa vie, Mm, honnêtement, mm, tu mm, vois. Après, c'est pas mal, hein. Faut mm. tout dans un monde. Donc, Mm, je suis assez d'accord Mais avec pour toi. moi, Franchement, oui, quand c'est... tu fais pas l'effort de changer et que tu sais que que tu ne fais pas du bien, en fait, moi, tu rates ta vie, ouais. Mm, mm, mm. Malheureusement. Mais, encore une fois, il est jamais trop tard. Très intéressant. Et enfin, la dernière question. Donc, comme on est dans un podcast qui s'appelle L'avoir un héritage, d'où le but, c'est quand même de transmettre un message dont les gens peuvent hériter, tu vois, mais un message qui ressort de ton histoire de vie, voilà, de ce que tu as appris
en presque 30 ans d'existence, s'il y a un truc que tu devrais dire, que ce soit en rapport ou pas d'ailleurs avec le thème de la réussite, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme héritage? Genre là, si demain t'es plus là, qu'est-ce que tu dois Quelle dire là tout de angoisse. suite pour que les gens comprennent un message fort et intéressant du coup? Ou pas forcément. Dis ce que tu veux. Non, c'est une excellente question. Un truc qu'il faudrait absolument que les gens comprennent. Euh, Alors, je vais te répondre. Ça peut paraître un peu cliché, mais c'est de vraiment faire tomber ce putain de masque en fait. Parce que Hmm. ça te gâche ta vie d'une certaine manière. Tu penses peut-être que ce masque te protège du regard des autres, mais au bout d'un moment, comme j'ai dit, tu finis par le payer. Donc, Hmm. faire tomber les masques, accepter qui on est vraiment, accepter que tout ne soit pas parfait en fait. Donc, arrêter de nier la réalité, vivre et ouais, créer du lien, constamment créer du lien avec les gens que vous croisez, même votre voisin, la boulangère. J'ai peut-être débordé, mais tu vois, moi, il y a un moment que j'adore, vraiment que j'adore, c'est quand je vais au Monoprix en bas de chez moi. Pourquoi? Je vais te dire. J'adore ce moment parce qu'en fait, là, je croise. Bien sûr, t'es pas obligé de le dire, mais je me sentais quand même obligé de le dire. Parce qu'en fait, je croise le vigile. D'ailleurs, big up à Titi si un jour il voit cette interview. En fait, je croise ce gars, donc qui est tout simplement le chef de la sécurité. Et en fait, donc, je vais très souvent au Monoprix, donc on se regarde. Au début, on commence à se regarder, on discutait rapidement. Et là, en fait, il y a limite une vraie relation qui s'est créée. Et là aussi, il est dans la transmission avec moi, c'est-à-dire qu'il Hmm. me partage même certaines leçons. À chaque fois que j'y vais, en fait, je pars pour acheter, je sais pas, moi j'ai une passion par exemple pour les Doritos. Quand j'ai une petite envie, je vais au Monoprix, mais je ressors jamais qu'avec des articles. En fait, je ressors toujours avec une leçon, avec un message Hmm. clé. Et là, pour moi, grâce à lui, on est totalement dans le partage. Mais parce qu'on a créé ce lien. D'où l'importance de créer du lien, parce que ce gars-là, en soi, je sais même pas si je l'aurais Tu parlé dans la devrais, vie, ouais. si je l'aurais croisé, mais il y a ce lien qui fait qu'on apprend des choses. Donc, euh, donc voilà. Voilà, Bon, en j'avais tout envie de le cas, dire. Ouais. merci beaucoup pour cette belle leçon de vie que tu nous as transmise tout au long de cet épisode, tes beaux conseils aussi sur ce que tu as compris de ton existence jusqu'à présent. Et c'est marrant, d'ailleurs, c'est une question que je vais te poser. Tu sais, avant cette interview, tu avais un peu peur de pas trop savoir quoi, enfin comment amener les choses. Ouais, Et puis même, c'est pas que toi en général, tu sais, quand je propose à des amis ou à des personnes que je trouve inspirantes, est-ce que tu voudrais participer à un épisode? On me dit, mais qu'est-ce que j'ai à raconter, c'est tu vois? ça. Il y a vraiment Qu'est-ce ce que je truc vais de, mais dire? je suis pas intéressant, j'ai rien à dire Ouais, et tout. c'est ça. Alors qu'en fait, moi, je pense vraiment que chaque personne a vraiment un truc trop intéressant à raconter, tu T'as vois? raison, c'est beau à Parce dire. qu'en fait, on a tous une conception différente du monde. Toi et moi, enfin, même si on peut être pareil sur certains aspects, On se mais ressemble on beaucoup, est, on mais est aussi deux humains complètement différents, tu vois. Du coup, exact. est-ce que là, après l'épisode, t'as quand même le sentiment d'avoir quand même livré des choses Mm. intéressantes? Bah, tu sais, c'est un peu comme ce que je fais avec mes élèves, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils peuvent être 20, mais si ce que je dis, ce que j'enseigne parle à une personne, je suis le plus heureux du monde. Donc là, j'ai conscience et je sais très bien que peut-être ce podcast ne va pas parler à tout le monde, mais s'il y a une personne qui arrive à se reconnaître dedans, qui arrive à tout simplement s'identifier dans cette quête identitaire, dans cette vie en fait, où lui aussi estime que parfois il a fait semblant, qu'il était perdu, Hmm. et vraiment se sent concerné, bah, moi je suis le plus heureux, hein, encore une fois. Donc, Bah, donc non, content. Si ça parle à au moins une personne, je suis très 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 content. ça va forcément parler à une personne, J'espère, au on sait moins. jamais. Merci beaucoup, Je t'en prie. merci beaucoup. C'est la meuf qui gâche tout. Ouais, trop drôle. C'est plus fort que Ouais, moi. c'est spontané, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Merci beaucoup Quentin de ta Merci à présence toi. auprès de nous et puis j'espère que tu as été aussi ravi de cet échange Non, et merci. je sais que c'est pas la dernière fois qu'on te recevra dans le podcast. Non, bah écoute, moi je viens avec plaisir quand tu veux. Merci beaucoup à toi d'ailleurs de m'avoir invité pour ce podcast. Comme tu l'as dit au début, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Peut-être que, enfin, je sais pas, je suis pas PDG ou autre, mais
encore une fois, je trouve que le fait de se livrer et de Mmh. parler, beh, c'est C'est un salvateur d'une côté, certaine manière. bien Donc, sûr. merci à toi. Merci d'avoir estimé que j'étais quelqu'un, enfin un invité qui pouvait être intéressant. Mmh. Donc merci d'avoir vu ça en moi et moi tu me dis, je reviens tous les jours s'il faut. Avec plaisir!